À 21 ans, Léonie se retrouvait à la rue avec seulement 10 € en poche. Avec cette somme dérisoire, elle a pris une décision insensée, racheter une immense glacière abandonnée sur les rives glaciales d'un lac jurassien. Tout le monde la croyait folle. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière l'épaisse double paroi de bois, scellée dans l'obscurité depuis 63 ans, dormait un secret incroyable. Une découverte stupéfiante qui allait bouleverser son existence à tout jamais. Restez bien avec nous jusqu'à la toute fin pour découvrir ce mystère. Avant de plonger dans cette histoire, prenez un court instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. J'adore découvrir jusqu'où nos récits voyagent et d'où viennent nos auditeurs. Elle avait 21 ans et on venait de la mettre à la porte. Pas avec cruauté, pas dans des éclats de voix ou au bout d'un conflit larvé. Ce fut simplement une conversation feutrée, presque chirurgicale, autour de la vieille table en formica de la cuisine, un mardi soir de janvier battu par les vents d'hiver. Sa tante Agnès lui avait expliqué la situation de cette voix prudente et mesurée, une voix polie par le silence, propre aux femmes qui ont passé 40 ans comme bibliothécaires municipales dans la petite ville de Nantois. Agnès savait précisément comment annoncer une mauvaise nouvelle sans faire monter sa propre tension artérielle, avec le calme redoutable de ceux qui ont déjà pris leur décision. La bâtisse familiale, avec ses planchers qui craquaient et son vieux poêle qui peinait à chauffer les chambres du premier étage, allait être vendue. La demande d'admission d'Agnès dans un EHPAD médicalisé de Bourg-en-Bresse venait d'être officiellement acceptée. La transaction immobilière serait définitivement conclue à la fin du mois et Léonie devait rassembler ses affaires. Léonie Perrin s'était ainsi retrouvée face à l'inconnu absolu avec, pour tout viatique, un billet froissé de 10 € et une lourde sacoche d'outils en toile cirée, patinée par la sueur et le gel, que son grand-père lui avait laissé en héritage. C'est avec cette somme dérisoire de 10 € qu'elle fit l'acquisition inattendue d'une ancienne glacière commerciale en ruine, endormie sur les rives sombres et escarpées du lac de Silan. C'était un lieu rude et magnifique, niché au creux des montagnes du Jura, là où l'air pique les poumons et où les épicéas noirs semblent monter la garde au bord de l'eau. Une vallée oubliée, vestige d'une époque industrielle révolue, qui n'avait pas vu un seul bloc de glace lacustre se faire tailler à la scie depuis le terrible hiver de 1961. La bâtisse, colossale mais vacillante, portait les stigmates profonds de son abandon. Les doubles parois titanesques, autrefois isolées avec des tonnes de sciure de bois pour retenir l'haleine de l'hiver en plein mois d'août, commençaient à s'affaisser sous le poids écrasant des décennies et des intempéries. Les immenses portes de chargement orientées vers l'eau, de lourds vantaux en chêne massif taillés pour résister aux pires tempêtes, étaient fermées par des chaînes rouillées et des cadenas grippés par le temps depuis 63 ans. La commission départementale du patrimoine l'avait même rayé de ce registre en considérant, non sans un certain fatalisme, qu'il n'y avait plus rien à sauver. Mais ce que personne au monde ne savait, ce que ni les historiens locaux ni les promeneurs égarés n'avaient pu deviner, c'était le secret enfoui dans l'obscurité de cette charpente monumentale. Cachée au cœur de la gigantesque chambre froide de cette vieille glacière, minutieusement scellée à l'intérieur de la double paroi, emmurée entre le lambris intérieur en pin massif et le bardage extérieur en cèdre usé par les vents, reposait une chose qui n'avait pas été touchée depuis plus de 6 décennies. Une chose silencieuse, intacte, préservée par le froid minéral du bâtiment, qui allait irrémédiablement changer la trajectoire de sa vie. Avant de poursuivre ce voyage dans le temps, si ce genre d'histoire ancrée dans la mémoire de nos terres résonne en vous, prenez une seconde pour vous abonner et dites-nous dans les commentaires de quel coin de la francophonie vous nous écoutez. Nous adorons savoir jusqu'où ces récits d'un autre âge parviennent à voyager. Léonie Perrin avait toujours vécu dans le sillage de l'hiver et des silences pesants. Elle était née dans une petite maison aux murs épais sur les hauteurs brumeuses du Haut-Jura, fille unique d'une femme nommée Sylvie Perrin. Sylvie avait consacré sa vie à l'accueil d'un modeste village vacances entouré de sapins, souriant aux vacanciers de passage avec une constance inébranlable durant 22 longues années. C'était une existence simple, ancrée dans la rigueur des saisons, qui s'était brutalement éteinte un dimanche matin de mars. Une rupture d'anévrisme l'avait foudroyée en préparant le café, alors que Léonie n'avait que 7 ans. Du père, il n'y avait jamais eu l'ombre d'une présence. Il s'agissait d'un guide de montagne saisonnier, un homme de passage attiré par les crêtes escarpées, qui avait traversé leur vallée le temps d'un été lumineux. Il avait repris sa route en pliant bagages bien avant que Sylvie n'ait pu lui annoncer qu'elle portait un enfant. Sylvie avait alors pris cette décision digne et mutique que tant de femmes de ces régions rudes prenaient parfois. Élever sa fille sans rien exiger, la chérir doublement, et laisser l'absence définitive de cet homme résonner dans le vide sans jamais s'en plaindre. C'est ainsi qu'au lendemain du drame, Léonie fut recueillie par la sœur aînée de sa mère, tante Agnès. Cette femme droite et pudique était la bibliothécaire de Nantois depuis plus de 4 décennies. Agnès n'avait pas hésité une fraction de seconde à prendre l'enfant sous son aile.
Au matin glacial des funérailles, alors que le brouillard enveloppait le petit cimetière de montagne, Agnès avait compris avec une clarté absolue que l'hésitation était un luxe indécent. Une petite fille de 7 ans, serrant les poings dans un manteau noir trop grand pour elle devant un cercueil de chêne clair, n'est pas un être que l'on fait patienter le temps d'évaluer ses propres contraintes. Agnès avait 61 ans lorsque Léonie franchit le seuil de sa porte avec sa maigre valise. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais enfanté et avait passé toute sa vie d'adulte dans cette même bâtisse provinciale aux planchers inégaux que ses propres parents avaient acquise au lendemain de la guerre. Agnès avait saturé cette maison de milliers de livres, érigeant de véritables remparts de papier contre le passage du temps. Elle dirigeait son existence avec cette compétence stoïque, silencieuse et implacable des âmes solitaires qui ont passé leur vie à classer le monde et à préserver la mémoire des autres. Celle qui savait organiser les vastes rayonnages d'une bibliothèque municipale sut, avec la même rigueur salvatrice, organiser la résilience d'une enfant brisée par le deuil. Agnès accomplit alors 2 actes fondateurs pour Léonie que personne d'autre n'aurait eu la présence d'esprit de faire. Tout d'abord, elle veilla à ne rien changer de sa géographie intime. Même école, même chemin forestier, même visage familier, pour que le monde d'après conserve le même ancrage que le monde d'avant. Ensuite, elle offrit à l'orpheline un refuge d'une stabilité à toute épreuve. Cette maison, imprégnée par l'odeur des vieux romans, de la cire pour les meubles et du thé noir, devint un sanctuaire immuable. Un lieu où chaque objet restait à sa place, permettant à une petite fille meurtrie de grandir à l'abri du chaos, soutenue par la force tranquille d'une femme qui préférait l'exactitude des actes à la fragilité des mots. Au centre de l'éducation intime de Léonie, planait une ombre majestueuse, un homme dont l'esprit habitait la maison d'Agnès bien plus intensément que les rangées de livres de la bibliothèque. Son grand-père maternel, Marcel Perrin. Marcel n'était ni paysan, ni bûcheron, ni horloger comme tant d'autres dans la vallée. Il était un véritable seigneur de l'hiver, un maître glacier. De l'immédiat après-guerre, en 1946, jusqu'au crépuscule brutal de cette industrie en 1961, il avait exercé son métier rude et périlleux sur les immensités figées des lacs du massif jurassien. C'était une époque de labeur implacable où l'on découpait la surface vitrifiée des eaux à la seule force des bras et des reins, maniant d'immenses scies passe-partout et guidant des charrues à glace tirés par de lourds chevaux de trait dont le souffle fumait dans le matin glacé. Ces blocs d'un bleu diaphane, arrachés à la morsure du gel, étaient ensuite tractés vers les glacières monumentales pour y être embaumés dans la sûre, survivant ainsi dans une obscurité minérale jusqu'aux chaleurs étouffantes de l'été. Marcel s'était éteint d'une attaque lorsque Léonie n'avait que 5 ans, assis dans son vieux fauteuil. Pourtant, dans cette brève fenêtre où leurs 2 existences étaient superposées, il lui avait légué une empreinte indélébile. Elle se souvenait avec une clarté presque vertigineuse de ces 2 matinées de janvier où il l'avait emmené marcher sur les eaux pétrifiées du lac de Silan. Elle avait 4 ans la première fois, 5 la seconde. La nature jurassienne déployait alors son visage le plus pur et le plus impitoyable. Une atmosphère d'un silence sacré, absolu, seulement troublé par le craquement lointain et sourd du gel travaillant sous la surface, enveloppait le monde. Les hautes falaises calcaires et les sapins noirs, pétrifiés par le givre, observaient cette petite fille emmitouflée dans d'épaisses couches de laine, tenant fermement la grande main calleuse de ce géant tranquille. C'est au milieu de cette immensité blanche, suspendue au-dessus des abysses invisibles, que Marcel lui avait enseigné son secret le plus intime, l'art de lire la mémoire et l'humeur de la glace à travers ses nuances. Il s'était agenouillé lourdement sur la croûte gelée, balayant la neige poudreuse de sa main gantée pour lui dévoiler le cœur transparent de l'eau. Il lui avait expliqué, de cette voix grave et lente qui résonnait comme le grondement de la montagne, que la glace d'un bleu-noir profond, sombre comme un ciel d'hiver sans lune, était une glace saine, d'une solidité à toute épreuve. La glace blanche, laiteuse et opaque, était en revanche chargée de bulles d'air emprisonnées. Elle était faible, traîtresse, prête à se fissurer à la moindre pression. Quant à la glace grise, c'était la pire de toutes. C'était de la glace pourrie, rongée par les redoux invisibles, une croûte malade qui céderait inévitablement sous le poids d'un homme imprudent. Il avait laissé poser ses minuscules doigts rougis par le froid sur le manche en frêne d'une antique scie, bien trop lourde pour qu'elle puisse ne serait-ce que la faire bouger, simplement pour qu'elle en ressente l'équilibre et l'histoire. Puis, en plissant les yeux face à la bise mordante, il lui avait énuméré les noms des lacs qu'il avait domptés de ses propres mains. Silan, Genin, Chalin, Vouglan, Illet. Il prononçait ces noms avec la lenteur et la révérence bien spécifiques des vieux hommes du Haut-Jura. C'étaient eux qui ont passé 15 hivers successifs à marcher sur la peau d'un monde englouti, armés d'une simple lame d'acier, et qui ont eu la sagesse ou la grâce de ne jamais, au grand jamais, passer au travers. La mort de Marcel n'avait pas effacé sa présence dans la petite maison d'Agnès. Elle l'avait simplement figée dans les objets.
Léonie avait grandi avec la grande scie à glace de son grand-père suspendue en permanence au-dessus de l'âtre de la cheminée. C'était une lame dentelée d'1,50 m, forgée dans un acier sombre, dotée d'une barre transversale en bois patiné par des années de sueur et de gel. À son extrémité pendait encore la boucle de corde effilochée par laquelle Marcel l'accrochait au mur de la glacière à la fin de chaque saison. Cette scie était le pendule immobile de l'enfance de Léonie, le témoin muet de ses soirées d'hiver passées à écouter Agnès lire près du feu. Outre la scie, il y avait la lourde sacoche en toile cirée, reléguée depuis des années sur l'étagère la plus haute du placard de l'entrée. Cette trousse renfermait l'arsenal personnel du maître d'acier, un ciseau à entailler, un pic à main aux manches lourds, des pinces de levage aux mâchoires d'acier, un crochet d'arrimage et un jeu de petites scies graduées. Le matin de ses 18 ans, Agnès avait posé cette sacoche au centre de la table de la cuisine. Il n'y avait eu ni effusion ni discours sentimental. L'ancienne bibliothécaire lui avait simplement transmis cet héritage avec une consigne stricte, presque solennelle. Ces outils n'étaient ni des reliques décoratives destinées à prendre la poussière au-dessus d'un buffet rustique, ni des antiquités à céder au musée du village. Ils devaient être huilés, aiguisés et maintenus en parfait état de marche jusqu'à ce que Léonie décide quoi en faire. Et Léonie s'était exécutée. Elle n'avait pas encore trouvé sa voie, mais elle savait d'instinct que son chemin ne passerait pas par les amphithéâtres bondés des universités lointaines. À la fin du lycée, elle avait pris une décision ferme. Elle ne s'endettrait pas pour poursuivre de longues études abstraites. C'était une position qu'Agnès avait soutenue, sans enthousiasme débordant, mais avec ce pragmatisme montagnard qui reconnaît qu'une d'elles est une corde autour du cou, même pour une femme de lettres. Au lieu de partir, Léonie était restée. Elle avait été embauchée par le même groupe de chalets touristiques où sa mère, Sylvie, avait jadis travaillé. Mais Léonie ne faisait pas les lignes d'accueil. Elle s'occupait de l'entretien. Elle avait hérité des mains de Marcel, de grandes mains capables, calleuses, d'une patience infinie et totalement dénuée de la moindre crainte face aux températures négatives. Pendant 3 hivers consécutifs, elle s'était fondue dans le paysage rude du Haut-Jura. Elle réparait les toitures de bardeaux arrachées par les bourrasques, colmatait les fuites et remplaçait ces petits tuyaux de cuivre capricieux qui gelaient et éclataient invariablement à chaque mois de janvier dans les chalets les plus anciens. Il y avait dans ce travail manuel et solitaire, souvent accompli dans le froid piquant et la neige épaisse, une forme de communion silencieuse. Lorsqu'elle serrait sa claire molette avec ses doigts gourds, le souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacial du petit matin, Léonie sentait s'éveiller en elle l'héritage de la glace. Elle ne découpait pas de blocs cristallins sur le lac de Silan, mais elle affrontait le même hiver, respirait la même bise tranchante et utilisait cette même résilience silencieuse qui coulait dans ses veines. Elle patientait, gardant ses outils affûtés, sans savoir encore quelle œuvre l'attendait. Le temps, dans le Haut-Jura, ne se mesure pas en années, mais en hiver. Et ces hivers successifs avaient fini par rattraper tante Agnès. Son déclin ne fut marqué par aucune tragédie soudaine, aucune chute spectaculaire ni maladie fulgurante. Agnès n'était pas une femme de théâtre, et son corps vieillissait à son image, en silence, avec une dignité résignée. C'était plutôt une accumulation sournoise et pragmatique de petites défaites quotidiennes face à une nature exigeante. L'escalier en chaîne menant aux chambres du premier étage semblait s'être raidi, chaque marche devenant une petite montagne à gravir. Le déneigement de l'allée, autrefois expédié à grands coups de pelle énergique dès les premières lueurs de l'aube, s'était transformé en une épreuve redoutée qui la laissait essouffler. Et la vieille chaudière au fioul de la cave, dont la capricieuse veilleuse devait être relancée manuellement les soirs de grand gel, exigeait désormais une souplesse et une force qu'Agnès n'avait tout simplement plus. À 75 ans, cette femme rationnelle, qui avait vécu seule la majeure partie de sa vie d'adulte, comprit avec la même lucidité glaciale qui lui avait fait recueillir sa nièce 14 ans plus tôt que la bâtisse familiale, devenait un adversaire trop coriace pour ses épaules fatiguées. Elle avait monté son dossier pour l'EHPAD médicalisé de Bourg-en-Bresse dès les premières brumes d'octobre, méticuleusement, sans en toucher un mot à quiconque. Elle fut acceptée en décembre. Puis vint l'annonce, ce fameux mardi soir de janvier autour de la table en formica. Agnès lui avait tout expliqué, la mise sur le marché imminente de la maison, l'impossibilité évidente de l'emmener avec elle dans un établissement de soins, et les dispositions pratiques qu'elle avait prises. Elle avait arrangé un hébergement temporaire chez Madame Rousseau, une ancienne institutrice à la retraite avec qui elle avait siégé des décennies durant au conseil d'administration de la bibliothèque de Nantois. Léonie pourrait y rester 3 mois, le temps de trouver une situation pérenne. Léonie avait écouté la sentence, hoché la tête et n'avait pas argumenté. Elle savait, par atavisme, qu'on ne discute pas les décisions prises sous le poids de la nécessité.
Mais une fois la vieille dame couchée, Léonie était restée de longues heures assise dans la cuisine plongée dans la pénombre, le regard fixé sur la grande scie à glace de son grand-père suspendue au-dessus de l'âtre noirci, comprenant que son refuge venait de s'effondrer. Le 1er février, Léonie empaqueta le peu d'affaires qu'elle possédait, chargea la lourde sacoche d'outils en toile cirée de Marcel sur son épaule et referma la porte de son enfance. Elle s'installa chez Madame Rousseau. Son nouveau logis se résumait à un canapé-lit déplié dans un sous-sol aménagé, chauffé à blanc par un petit radiateur électrique. Il y avait une minuscule salle d'eau attenante et un soupirail au ras du sol qui n'offrait pour toute vue sur le monde qu'un muret de béton recouvert d'une épaisse couche de neige sale. Madame Rousseau était bienveillante, elle laissait parfois une part de tarte ou du café chaud sur l'escalier et respectait son mutisme. Mais la gratitude que Léonie éprouvait se heurtait de plein fouet à une sensation inédite et terrifiante. Pour la toute première fois de son existence, elle prenait physiquement conscience du poids écrasant du déracinement. La jeune femme, qui avait grandi protégée par les murs tapissés de livres et l'immobilité rassurante d'un foyer, se retrouvait soudain à la dérive. La terre ferme se dérobait sous ses pieds. Ce canapé n'était pas chez elle, ce sous-sol n'était pas chez elle. Elle se sentait flotter dans un vide abyssal, ravalée au rang de simple spectatrice de sa propre vie, étrangère dans cette vallée qu'il avait vue naître, cherchant désespérément une fondation solide, un mur de bois ou de pierre contre lequel adosser sa solitude. Par un mercredi soir glacial de la 3e semaine de février, la bise hurlait contre l'étroit soupirail du sous-sol de Madame Rousseau. Léonie était recroquevillée sur le canapé-lit, les jambes repliées sous une couverture rugueuse, l'écran de son ordinateur portable jetant une lueur blafarde sur son visage fatigué. Ses mains enserraient une tasse de café noir à moitié refroidie. Presque par automatisme, elle naviguait sur le site des ventes domaniales de l'État. Elle le consultait de manière sporadique depuis une bonne semaine, sans stratégie précise, guidée par un instinct plus profond que la simple raison. Ce besoin viscéral prenait racine dans l'histoire silencieuse de son grand-père, dans la présence obsédante de la grande scie accrochée au-dessus de l'âtre et dans le destin brisé des 2 femmes qu'il avait élevées. Sa mère, Sylvie, avait perdu la vie bien trop tôt. Sa tante, Agnès, venait de perdre sa maison. Lorsqu'on a grandi à l'ombre de telles disparitions, on commence inévitablement, du haut de ses 21 ans, à traquer désespérément un ancrage, un bastion, un lieu définitif que personne, jamais, ne pourra vous enlever. C'est alors que l'annonce apparut à l'écran. C'était la 4e ligne de la page, perdue au milieu de friches industrielles sans âme. La description laconique indiquait la vente d'une ancienne glacière commerciale, une bâtisse colossale à ossature bois et double paroi isolée à l'assure, reposant sur une parcelle escarpée de la rive nord du lac de Silan. Le texte précisait que l'édifice avait été érigé en 1898 par une coopérative locale de récolte, qu'il avait fonctionné sans interruption jusqu'à son arrêt brutal en 1961, l'année de la dernière grande récolte du massif jurassien. L'État en avait repris possession des décennies plus tard, suite à un abandon total et des impôts impayés. Le prix de cession affiché était d'une dérision presque insultante, 10 €, une somme symbolique pour acheter un PAN entier de l'oubli. Léonie arrêta de respirer en découvrant la photographie qui accompagnait le texte. L'image exerçait une attraction quasi hypnotique. Elle dévoilait un bâtiment tout en longueur, tapi au ras du sol, dont le bardage de cèdre vieilli par les intempéries avait pris la teinte sourde d'un gris-brun crépusculaire. L'édifice se dressait solitairement au milieu d'une pente douce piquetée d'épicéas sombres, s'inclinant majestueusement vers l'étendue gelée du lac. Son toit de tôle très pentu, conçu pour repousser le poids des neiges, était couronné d'un manteau blanc immaculé. Côté haut, 2 portes de chargement titanesques dominaient une rampe de bois massif qui descendait en ligne droite vers la surface vitrifiée, ses planches épaisses devinées sous la poudreuse. Dans cette lumière figée par l'objectif, la glacière ne paraissait pas morte. Elle semblait simplement patienter, en apnée, depuis 63 hivers. Léonie scruta le cliché d'un regard fiévreux. Elle n'avait pas besoin de lire l'adresse. Elle reconnaissait les contours tranchants de la vallée, la couleur ténébreuse des falaises se reflétant sur la glace vive. C'était le lac de Silan, le tout premier lac que son grand-père Marcel lui avait montré, ce matin de janvier où il tenait sa petite main rougie pour lui apprendre à lire la force et la fragilité du monde. Dès le lendemain matin, sous un ciel bas et chargé de promesses de neige, Léonie poussa la lourde porte vitrée du bureau du cadastre de la sous-préfecture de Nantois. C'était un bâtiment au couloir silencieux, où flottait une odeur tenace de vieux papier, d'encaustique et de café froid. Derrière un guichet surmonté d'une vitre ébréchée se tenait M. Gauthier. C'était un homme d'une 60aine d'années, la carrure épaisse sous une chemise à carreaux usés, doté de cette lenteur délibérée et de cette courtoisie bourrue propre aux fonctionnaires territoriaux qui ont vu défiler des générations entières d'habitants du Haut-Jura. Léonie posa son maigre dossier sur le comptoir écaillé.
Le vieil homme chaussa ses lunettes, parcourut les formulaires du bout de son stylo, puis releva brusquement la tête, figeant son geste. « Mademoiselle Perrin, la glacière du lac de Silan ?» demanda-t-il, la voix soudain voilée d'une texture rocailleuse. Léonie acquiesça d'un léger mouvement de menton. Monsieur Gauthier la dévisagea un long instant, ses yeux clairs fouillant les traits juvéniles mais graves de la jeune femme. « Votre grand-père, c'était bien Marcel Perrin ?» Lorsqu'elle confirma d'un murmure imperceptible, le fonctionnaire posa son stylo avec une lenteur cérémonieuse. Marcel Perrin a taillé la glace sur cette eau de 1946 à 1961. C'est le tout dernier homme à avoir utilisé cette bâtisse. C'est lui qui a poussé les portes de chargement au soir de la dernière récolte, qui a accroché le cadenas et qui a tourné les talons. Je le sais, parce que mon propre père tenait les registres de la coopérative. Mon père m'a raconté, quand j'étais gamin, que Marcel Perrin était le plus grand maître d'acier que cette vallée ait jamais connu, et qu'il avait plairé le jour où il a scellé ses portes. C'était la seule et unique fois que mon père avait vu un homme de sa trempe verser une larme. Léonie resta muette, la gorge serrée, incapable de formuler la moindre réponse face au poids de cette révélation. D'un geste solennel, M. Gauthier tamponna l'acte de cession avec fracas. Il ouvrit ensuite un vieux tiroir métallique dont le grincement aigu brisa le silence, et en sortit une lourde clé en fer forgé, noire et rugueuse, attachée à un lacet de cuir accorni. Il la fit glisser doucement vers Léonie sur le comptoir. « C'est la clé que votre grand-père a laissée sur le cadenas en 61. Elle dormait dans ce tiroir depuis la reprise du domaine par l'État. Bienvenue chez vous, mademoiselle Perrin. » Léonie reprit la route le jour même, en début d'après-midi, le cœur battant au rythme sourd du moteur de sa vieille voiture. La petite voie forestière menant à la glacière n'était plus déneigée depuis des mois. Elle dut se garer à près d'1 kilomètre du site, sur une aire de retournement verglacé, au milieu d'une forêt pétrifiée par le froid vif. Elle sortit du véhicule, le souffle court, et jeta la lourde sacoche d'outils en toile cirée de Marcel sur son épaule droite. Le vent se leva, cinglant ses joues d'une morsure familière. Elle entama sa marche solitaire à travers la poudreuse qui lui montait jusqu'aux genoux. Chaque pas exigeait un effort colossal, mais elle avançait avec une régularité obstinée, enveloppée par le silence majestueux et indifférent des montagnes jurassiennes. La croûte de neige crissait sous ses lourdes chaussures de marche. Elle sentait le poids des vieux outils contre ses côtes, un fardeau rassurant qui semblait la guider à travers l'hiver. Plus elle s'approchait du rivage invisible, plus l'air devenait dense, chargé de l'humidité minérale du lac endormi, jusqu'à ce qu'enfin, au détour d'un ultime rideau de sapins noirs, l'ombre colossale de la glacière se dessine dans la lumière déclinante. La glacière se dressait au sommet de la pente douce, imposante et muette, exactement comme sur la photographie. Un colosse usé par le temps, étiré sur plus de 25 mètres de long, couronné par sa haute toiture d'acier rouillé. Léonie marcha jusqu'aux gigantesques portes de chargement qui faisaient face au lac. Un cadenas massif enlaçait les épais chênes forgés, scellant le bâtiment au regard du monde. D'une main engourdie, elle glissa la lourde clé en fer de M. Gauthier dans la fente. Le mécanisme résista d'abord, pétrifié par 63 hivers successifs de gel et de silence. Puis, dans un grincement rauque, profond et libérateur, la serrure céda. La chaîne glissa lourdement sur les planches pour s'écraser dans la poudreuse avec un fracas mat. Arc-boutée de tout son poids contre le chêne massif, Léonie fit lentement coulisser les lourds vantaux sur le rail d'acier grinçant. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule pièce, vertigineuse et démesurée. Une véritable cathédrale des ombres. C'était la chambre froide. Les murs qui la délimitaient étaient constitués de cette ingénieuse double paroi dont Marcel lui avait parlé un jour, réunissant un bardage extérieur en cèdre, une cavité isolante d'une 30aine de centimètres gavée de sciure de bois tassé, et un lambris intérieur de pin massif étroitement emboîté. La pièce immense était absolument vide. Les ultimes blocs de glace lacustre avaient fondu il y a des décennies, retournant silencieusement à la terre sous forme d'eau pure. Pourtant, l'atmosphère n'y était pas simplement fraîche. L'isolation originelle fonctionnait toujours, défiant l'usure des années. La température régnant au cœur de cet édifice, même en plein mois de février avec les portes grandes ouvertes sur le joug blafard, plongeait drastiquement sous celle de l'air libre. C'était un froid singulier, différent de la bise piquante de la montagne. C'était un froid immobile, minéral, sépulcral. Un souffle de caveau, lourd et pénétrant, qui n'avait rien à voir avec la météorologie du moment, mais tout à voir avec la conception ancestrale de la bâtisse. Ce froid résiduel était la mémoire physique des milliers de tonnes de cristal d'eau douce qui avaient transpiré ici autrefois. Léonie franchit le seuil. Sous ses semelles épaisses, le plancher de drainage en lourd madrier protesta d'un craquement sec qui se répercuta longuement contre la voûte.
Elle avança à pas mesurés sur ce treillis de bois, ingénieusement posé sur un lit de sable et de gravier, strié de rigoles conçues pour guider jadis l'eau de fonte vers les flots. Au-dessus de sa tête, la charpente se déployait comme la cage thoracique d'un léviathan, avec ses poutres faîtières équarries à la hache où s'accrochait encore l'écorce des sapins centenaires. Le silence y était d'une pureté tyrannique, avalant jusqu'au moindre murmure du vent extérieur. À chacune de ses respirations régulières, son souffle se condensait en de denses nuages de buée blanche qui flottaient un instant dans l'obscurité avant de s'effacer. En caressant la paroi rugueuse et sombre, noircie par l'humidité captive, Léonie ne ressentit aucune angoisse. Dans les entrailles glacées de ce mastodonte endormi, elle se sentait étrangement attendue. Léonie poursuivit son exploration, arpentant l'immensité silencieuse de la chambre froide avec la lenteur mesurée d'un pèlerin. Ses yeux s'étaient désormais parfaitement habitués à la pénombre sépulcrale qui régnait entre ces murs colossaux. En longeant l'interminable paroi, elle se souvint soudain de la leçon fondatrice que Marcel lui avait prodiguée sur l'étendue gelée du lac de Silan. Il lui avait appris à scruter l'invisible, à lire le monde en profondeur. Celui qui se distinguait le bleu-noir inébranlable du gris pourri et traître est celui qui reste en vie. La clé de l'artisan, comme celle du maître glacier, ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'attention absolue, presque religieuse, portée aux détails que le commun des mortels néglige. Arrivé près du fond de la pièce, le long de l'immense mur nord, c'est pas ralentir jusqu'à s'immobiliser totalement. À un peu plus d'un mètre du sol, quelque chose heurtait l'harmonie rigoureuse du lambris intérieur. C'était une imperfection si infime, si magnifiquement dissimulée, qu'un promeneur égaré ou même un inspecteur du domaine ne l'aurait jamais perçu. Mais l'œil de Léonie, forgé par des hivers de réparation méticuleuse dans les chalets d'altitude aiguisés par son héritage sanguin, ne pouvait s'y tromper. 3 planches consécutives, l'art de quelques palmes, semblaient avoir été coupées un peu plus court que leurs voisines. Leur extrémité avait été poncée avec une précision maniaque pour s'aligner parfaitement et affleurer sans le moindre relief, mais le fil du bois, cette empreinte digitale immuable de l'arbre, présentait un angle subtilement discordant par rapport aux nervures du reste de la cloison. Léonie s'agenouilla lentement sur le plancher rugueux, son souffle formant une volute blanche dans l'air immobile. Elle retira ses gros gants de cuir de travail, préférant que sa peau nue entre en contact direct avec la matière glacée. Elle fit glisser la pulpe sensible de ses doigts le long des mains interstices. Il n'y avait aucune tête de clou, aucune vis. L'ensemble n'était maintenu que par l'ajustement frictionnel du bois et par une fine lèvre dissimulée sur le bord supérieur. Exerçant une pression ferme et patiente vers le haut, elle tira doucement la structure vers elle. Le panneau entier céda sans un grincement. Les 3 planches basculèrent d'un seul bloc, retenues à leur base par une épaisse lanière de cuir ancien, raidie par les décennies de gel mais miraculeusement intacte. Un parfum âcre, profond et boisé s'échappa immédiatement de l'ouverture, l'odeur tenace de la sciure de bois confiné, restée d'une sécheresse absolue au cœur des ténèbres depuis plus de 60 ans. À l'intérieur de cette gigantesque cavité isolante, un espace rectangulaire avait été soigneusement creusé et étayé. Dans cette cachette dérisoire, protégée de l'effondrement du monde par l'épaisseur colossale des doubles murs et par l'étreinte d'un froid constant, reposait un petit coffre. C'était une boîte modeste, fabriquée à la main dans un pain aux teintes claires, fermée par un moraillon en laiton noirci par l'oxydation et un petit cadenas massif. Léonie glissa ses mains dans l'interstice et saisit l'objet. Il était lourd, d'une densité inattendue et intrigante. Elle se releva, serra le coffre contre sa poitrine, quitta l'obscurité solennelle de la chambre froide et marcha jusqu'à retrouver l'air libre. Elle vint poser précautionneusement la boîte sur les planches épaisses de la rampe de chargement face à l'immensité figée du lac. La lumière grise, froide et diffuse du jour jurassien enveloppa la scène, baignant le vieux bois et le laiton terne d'une clarté crue. Tout était prêt. Le silence des montagnes s'était fait plus lourd, attendant que le passé accepte enfin de livrer ses secrets. Assise sur les madriers enneigés de la rampe de chargement, face à l'étendue livide du lac de Silan, Léonie prit le temps de respirer l'air mordant. Autour d'elle, la forêt d'épicéas semblait retenir son souffle, observant la scène dans un silence monacal. Elle ouvrit la lourde sacoche en toile cirée de son grand-père, faisant glisser ses doigts engourdis sur l'arsenal métallique familier, jusqu'à trouver un petit pic à glace aux manches patinées par la sueur des anciens. Avec une précision chirurgicale, elle inséra la pointe d'acier trempé dans le mécanisme grippé du petit cadenas en laiton. Elle fit levier, cherchant le point de rupture avec une patience infinie, jusqu'à ce qu'un déclic sec et métallique libère l'anse. Le moraillon bascula en arrière. Léonie souleva le couvercle de pain avec une lenteur respectueuse. À l'intérieur de la petite caisse de bois, délicatement posée sur un carré de toile ciré soigneusement plié, reposaient 3 objets miraculeusement préservés de la morsure du temps. Elle vit d'abord un épais carnet de bord,
solidement relié en cuir brut et cousu à la main. À ses côtés se trouvait une bourse en toile de jute, nouée par une cordelette poissée, dont la courbure et la densité trahissaient un contenu lourd. Enfin, reposait une lettre rédigée sur un papier épais, couleur crème, scellée de manière artisanale par une goutte sombre et durcie de sel de pin, faisant office de cachet de cire. Ses mains, pourtant habituées aux rudes travaux divers sur les toitures, tremblèrent imperceptiblement en saisissant le carnet de cuir. En l'ouvrant, une odeur de papier séculaire s'échappa des pages. C'étaient les archives absolues de la glace. Page après page, dans les écritures cursives et successives des différents maîtres glaciers, se déroulaient 63 hivers ininterrompus de labeur titanesque sur le lac de Silan, depuis la création en 1898. Chaque récolte de la coopérative y était consignée avec la rigueur d'un moine copiste. Les dates, l'épaisseur du gel au millimètre près, le nombre exact de blocs arrachés à l'eau, le nom des hommes épuisés composant les équipes, la température de l'eau noire et de l'air cinglant. Les noms des clients y figuraient aussi, les grandes boucheries de Nantois, les sanatoriums du plateau qui achetaient 20 blocs par semaine, les hôtels conçus pour estivants. Léonie fit défiler le temps jusqu'à la toute dernière page, datée du 8 mars 1961. L'écriture de Marcel Perrin s'y déployait, droite, ancrée, mais empreinte d'une indéniable résignation. Ultime récolte. 35 cm de glace bleu-noir, qualité parfaite. 342 blocs taillés. L'équipe était composée de Perrin, Michaud et Lancia. Température de l'air moins 10 degrés. Les compresseurs électriques ont définitivement eu raison de nous. Les villages vacances passent à la réfrigération moderne, les charcutiers s'équipent de chambres froides à moteur. Plus personne n'a besoin d'un homme qui scie la surface d'un lac gelé. Je ferme ces portes ce soir. Marcel Perrin, maître glacier. Léonie caressa l'encre délavée de son pouce. Elle referma le registre historique et s'empara de la lourde bourse en toile. En dénouant la cordelette raide, elle versa son contenu dans le creux de ses mains calleuses. Une cascade sonore d'argent pur capta instantanément la lumière grise du jour. C'étaient de vieilles pièces françaises, de lourdes pièces de 50 francs de type Hercule et des monnaies anciennes à l'effigie de la semeuse, frappées en argent massif. Une fortune dormante accumulée patiemment par la coopérative au fil des décennies, reflétant le ciel nuageux du Jura avec l'éclat froid et immuable d'un monde englouti. Léonie reposa les lourdes pièces d'argent sur la rampe enneigée, leur tintement cristallin s'évanouissant dans le froid de l'après-midi, et saisit enfin l'enveloppe au papier crème. D'une pression du pouce, elle fit craquer le seau de sève de pain, qui se brisa net comme un éclat de verre. Elle déplia la feuille épaisse. L'écriture de Marcel y était tracée à l'encre noire, avec cette inclinaison appliquée, humble et sans fioriture, propre aux hommes de la montagne habitués à manier des outils bien plus lourds qu'une plume. À celui ou celle qui ouvrira ce coffre, commençait la lettre. Je m'appelle Marcel Perrin. J'ai été le maître glacier de cette coopérative du printemps 1946 jusqu'à ce soir, le 8 mars 1961. J'ai 33 ans. Demain, je verrouillerai ces portes pour l'éternité, et je m'en irai. Notre métier est mort, terrassé par le progrès. Mais je me refuse catégoriquement à brûler ce registre, et je me refuse tout autant à confier cet argent à une banque. Mon père se méfiait des coffres-forts des villes, et moi de même. Ce carnet est l'unique trace de 63 hivers de labeur éreintant sur ce lac. C'est la seule preuve que des hommes de notre trempe ont un jour existé, qu'ils ont transpiré et saigné sur cette glace. Si je le détruis, leur mémoire s'efface à tout jamais. L'isolation de sciure de la double paroi le gardera au sec bien mieux que les archives poussiéreuses d'une préfecture. Les mots résignés de Marcel continuaient, expliquant que ces pièces d'argent massif constituaient le fonds de réserve de la coopérative, accumulé sou par sou depuis la fondation pour pallier un éventuel désastre qui n'était finalement jamais arrivé. Prenez-le, ordonnait doucement la lettre. Utilisez-le pour restaurer cette glacière si elle tient encore debout, ou pour bâtir votre propre vie si elle s'est effondrée. Je m'attends à vivre encore 40 ou 50 ans sans jamais savoir si quelqu'un a, un jour, découvert cette cachette. Ce n'est pas grave. Un homme qui a passé 15 hivers sur la surface gelée d'un lac profond, avec une simple lame entre les mains, a appris à être infiniment patient avec les choses qu'il ne peut pas contrôler. Lisez la glace avec justesse. Léonie relut ce testament silencieux une seconde fois. Un vertige vertueux l'envahit. Ce patrimoine inestimable, ce trésor numismatique qui serait bientôt évalué par les collectionneurs de la région à plus de 8200 €, l'avait attendu dans l'ombre pendant 63 ans. Une fortune capable de la sauver, scellée dans l'épaisseur d'un mur par un grand-père qui anticipait l'effondrement. Elle replia le papier avec une lenteur rituelle. Assise sur la rampe glacée, enveloppée par le vent coupant du Jura, Léonie sentit une émotion fulgurante lui serrer la gorge, mais aucune larme ne perla sur ses joues.
Marcel lui avait enseigné une règle de survie absolue sur le lac de Silan. On ne pleure jamais sur la glace, car le sel ronge la surface, et une glace fragilisée finit toujours par céder sous vos pas. Digne et inébranlable, Léonie leva les yeux vers l'immensité blanche et murmura au vent qu'elle avait lu avec justesse, et qu'elle ne passerait pas au travers. Les mois qui suivirent furent une lente résurrection, dictée par la patience du bois et le rythme immuable des saisons. La vente méticuleuse des pièces d'argent à un numismate averti de la région rapporta un peu plus de 8200 €. Léonie géra cette somme avec une rigueur monacale. Le toit de tôle tenait bon, les murs isolés à la sciure défiaient toujours le temps, mais le vaste plancher de drainage, rongé par des décennies d'infiltration sous les immenses portes de chêne, exigeait d'être entièrement reconstruit. Armée des outils en acier de son grand-père, elle passa le printemps et l'été à arracher le bois mort. Elle fut épaulée dans cette tâche titanesque par le vieux Claude, un charpentier à la retraite dont le propre père avait jadis travaillé avec Marcel. Claude appliquait cette règle tacite des montagnards. Il ne facturait pas son temps, se contentant de venir s'asseoir sur un siège pliant le samedi matin, la pipe au bec, pour guider les gestes de Léonie d'un simple mouvement de menton, veillant à ce que le nouveau plancher en pain blanc soit posé dans les règles de l'art. Léonie refusa de dénaturer la glacière. Elle préserva l'immense cathédrale de la chambre froide dans son intégrité solennelle, aménageant simplement un petit espace de vie rudimentaire, mais profondément douillet près de l'entrée située côté chemin. Un solide poêle à bois en fonte, dont le crépitement chaleureux repoussait les morsures des nuits jurassiennes, un lit épais et le registre historique de la coopérative fièrement exposé sous une vitrine de verre confectionné sur mesure. Son existence trouva tout naturellement son ancrage autour de ce sanctuaire de bois. Dès l'hiver suivant, l'Office du patrimoine de la vallée lui confia un poste de guide historique. Léonie passait désormais ses journées à transmettre l'épopée oubliée de la glace. Elle laissait les enfants des écoles caresser le métal froid des vieux outils et les accompagnait sur les berges gelées de Silan pour leur apprendre, avec la même douceur grave que son grand-père, à déchiffrer la couleur du gel. Tante Agnès vint visiter les lieux au cours de son deuxième été. S'appuyant lourdement sur sa canne, l'ancienne bibliothécaire de Nantois, désormais résidente sereine de son EHPAD, s'avança à pas compter au cœur de la monumentale chambre froide. Elle resta longuement silencieuse, respirant l'air minéral et intemporel de la bâtisse, avant de baisser les yeux sur le carnet de bord. « Ton grand-père a pleuré le jour où il a fermé ses portes », murmura-t-elle avec un sourire empreint d'une tendresse infinie, parce qu'il savait qu'il emmurait sa vie. Mais il le faisait pour que tu puisses, un jour, la retrouver et la poursuivre. Par un crépuscule cristallin de fin septembre, alors que la lumière cuivrée incendiait les crêtes des épicéas et que les eaux du lac prenaient cette teinte d'un bleu profond annonçant les premiers gels, Léonie s'assit sur la rampe. Elle contempla l'immensité silencieuse et comprit enfin le véritable sens de son héritage. Quand nos aïeux nous glissent un outil trop lourd entre les mains, quand ils nous enseignent avec une patience infinie à distinguer le bleu noir solide du gris pourri, ils ne nous parlent pas seulement de la glace ou du bois. Ils nous apprennent à lire la différence fondamentale entre ce qui tient bon et ce qui cède. Ils nous apprennent à observer les failles invisibles de nos propres existences, pour que le jour où notre monde menace de s'effondrer, nous sachions trouver la force cachée derrière le mur, celle qui nous sauvera. Si ce récit de résilience au cœur des montagnes jurassiennes a su vous toucher, prenez un bref instant pour aimer cette vidéo, la partager avec ceux qui chérissent la mémoire de nos anciens, et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires authentiques. Merci de votre écoute et à très bientôt sur nos chemins oubliés.